à l'aube du 12 août 2025, un anno planétal. Les grammes classifiés surgit et fissure un équilibre déjà fragile. En 48 heures exactement, deux chiffres ça, sont forcés de coexister. 5,6 milliards de dollars de dette extérieure face à l'exigence de 70% des réserves d'or nationales, tandis que les sites miniers passent sous surveillance étatique. Donc, que devront payer les citoyens si Ibrahim Traoré se voit contraint de choisir entre une stabilité financière immédiate et la préservation durable de la souveraineté économique du pays? À partir de ce matin-là, chaque décision économique cesse d'être neutre et devient un acte politique. Ce récit ne promet pas de juger une décision, mais d'en mesurer le coût réel, au-delà des discours et des positions idéologiques. Le bénéfice pour le lecteur est clair, c'est clair. Comprendre le prix concret de la souveraineté lorsqu'elle est quand mise à l'épreuve par une contrainte financière extrême. Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse largement un simple remboursement de dettes et touche à la capacité même de l'État à décider sans contrainte extérieure durable. Accepter l'ultimatum offrirait une stabilité budgétaire immédiate et un apaisement des relations financières, mais au prix d'un renoncement prolongé sur des ressources stratégiques. Refuser préserverait un principe politique fondamental tout en exposant l'économie à des représailles difficiles à anticiper sur les prix, l'emploi et les investissements publics. Dans cette chanson, Ibrahim Traoré n'affronte pas un calcul comptable classique, mais un test de résilience collective. Chaque option transforme une ligne abstraite des comptes publics en coût vécu par la population. Et c'est là que se situent les véritables enjeux. Et voici une première clé de lecture. Ce ne sont pas les réserves d'or qui sécurisent la dette, la dette qui redéfinit soudain la valeur politique de l'or. En 48 heures, et quand l'air, Manske n'avait monté c'était 10 milliards de dollars et 70% des réserves nationales sont mises en équation, révélant où une bascule ou un actif comptable devient une frontière stratégique. Pour comprendre ce renversement, il faut revenir à une mécanique ancienne. Le Burkina Faso est l'un des producteurs d'or les plus réguliers de la région, mais il ne capte historiquement qu'une part limitée de la valeur créée. Avant l'ultimatum, environ 70% des revenus miniers échappaient au circuit national, redistribués à travers des concessions, des régimes fiscaux avantageux et des rapatriements de profits. La dette extérieure, elle, s'est accumulée parallèlement, sans lien direct avec les volumes extraits, ni avec la rentabilité réelle du secteur. Cette architecture a installé une dépendance circulaire. Les ressources basques minières financent partiellement l'État contracte pour combler l'écart budgétaire, puis les créanciers utilisent cette dépendance comme levier de négociation. Le télégramme du 12 août n'invente pas ce système, il le rend visible et brutalement compressé dans le temps. Ce qui s'étalait sur des décennies se concentre soudain en quelques heures. À cet instant précis, Ibrahim Traoré comprend que la demande dépasse un simple calendrier de remboursement. Le chiffre de 70% agit comme un test politique. Il mesure jusqu'où un État accepte de lier sa survie financière à la cession de son principal levier stratégique. L'or change alors de statut. Il cesse d'être une marchandise parmi d'autres pour devenir un instrument de pouvoir et de contrainte. Le cœur du dilemme apparaît clairement. Accepter stabilise le présent mais fige un modèle de dépendance. Refuser ouvre une zone d'incertitude tout en rompant une logique ancienne.
La question centrale n'est plus combien cela coûte, mais quand une ressource cesse d'être négociable. Dans la salle de réunion, les chiffres cessent rapidement d'être abstraits lorsqu'ils passent par des voix humaines. Autour de la table, Ibrahim Traoré n'est pas seul là, Asfailou des seul là. Il écoute, observe et laisse les arguments s'opposer sans les interrompre. Un économiste ouvre la discussion avec une proposition méthodique. Céder une part limitée des ressources pour obtenir un allègement immédiat, gagner du temps et éviter une rupture brutale Son raisonnement repose sur la continuité et la réduction des risques à court terme. Face à lui, une jeune juriste introduit un angle rarement activé. Elle évoque la possibilité de revisiter certaines clauses minières prévues par les textes, mais jamais appliquées. La voie est juridiquement incertaine et lente, mais elle ouvre une perspective nouvelle. Reprendre l'initiative sans rompre formellement avec les partenaires financiers. Ce n'est pas une solution rapide, mais un pari sur la durée et sur la capacité institutionnelle de l'État. Un troisième conseiller déplace encore le débat. Issu du secteur sécuritaire, il ne parle ni de dette ni de contrat, mais de terrain. Il rappelle que toute décision produira des effets immédiats sur les sites, les routes et les perceptions locales. La souveraineté, explique-t-il, commence par le contrôle physique des lieux stratégiques. Avant toute déclaration publique, ces échanges révèlent un impact précoce souvent négligé. Avant même l'annonce officielle, l'appareil d'État entre en tension. Les administrations testent leur coordination, les lignes de responsabilité se dessinent et la cohésion interne est mise à l'épreuve. La décision ne façonne pas encore l'économie, mais elle commence déjà à transformer l'État. Avant l'ultimatum, la routine dominait. Les sites aurifères fonctionnaient sous les contrats existants, les flux financiers suivaient leurs canaux habituels et la dette restait une ligne abstraite dans les rapports budgétaires. Après le télégramme du 12 août, la séquence change de rythme. L'État bascule en mode crise et chaque heure devient un signal interprété par les acteurs internes et externes. L'activation commence à l'aube. Un ordre discret circule, sécuriser les zones minières stratégiques. Les unités sont déployées sans annonce officielle, avec des consignes limitées et précises. Il ne s'agit pas d'une démonstration de force, mais d'un contrôle opérationnel. Les accès sont filtrés, les mouvements observés, les communications réduites au strict nécessaire. La décision politique n'est pas encore rendue publique, mais l'appareil d'État se prépare déjà à en assumer les conséquences. À Ouagadougou, les réunions se succèdent. Les conseillers réévaluent leur position à mesure que les informations remontent du terrain. Les hypothèses théoriques sont confrontées à des données concrètes. État des infrastructures, réactions locales, signaux diplomatiques. Les radios locales relaient des rumeurs amplifiées par l'absence de communication officielle. Certains évoquent une nationalisation imminente. D'autres parlent de sanctions financières à venir. L'incertitude devient un acteur à part entière du processus. Le point culminant survient lorsqu'une image commence à circuler. Une photographie prise par drone montre une installation aurifère désormais sous contrôle militaire. Le cliché n'est accompagné d'aucun commentaire fait officiel, mais son message est limpide. Il marque un avant et un après.
À cet instant, la crise quitte les cercles fermés et entre dans l'espace public régional. Pour Ibrahim Traoré, le signal est volontairement minimaliste. Montrer sans expliquer, agir sans encore trancher publiquement. Les répliques ne tardent pas. Sur les marchés, les acteurs ajustent leurs anticipations. Certaines entreprises minières suspendent des opérations non essentielles, d'autres demandent des clarifications par voie diplomatique. Les partenaires étrangers sollicitent des informations formelles sans obtenir de réponse immédiate. Aucun communiqué ne confirme ni n'infirme une décision finale, mais la dynamique est enclenchée. L'absence de parole devient elle-même une stratégie, laissant le geste parler. Sur le plan interne, l'effet est immédiat. Les administrations locales renforcent leur coordination. Les forces, les forces de sécurité réévaluent les priorités autour des infrastructures et de structures critiques. Les ministères économiques travaillent sur des scénarios de continuité anticipant des ruptures d'approvisionnement ou des retards de financement. Chaque service agit dans son périmètre, souvent sans visibilité complète, mais avec un même impératif: éviter la désorganisation. Dans la rue, les perceptions divergent. Certains commerçants redoutent une instabilité prolongée. D'autres voient dans ces gestes une reprise de contrôle attendue depuis longtemps. Les conversations changent de registre. On ne parle plus seulement de prix ou d'emploi, mais de dignité et de marge de manœuvre collective. Le récit national commence à se transformer avant même toute annonce officielle. Ce qui frappe dans cette séquence, c'est la vitesse. En moins de 24 heures, une exigence technique déclenche une reconfiguration opérationnelle, politique et symbolique. Le choix n'est pas encore proclamé, mais il agit déjà. À ce stade, une chose est claire: la décision n'attend plus. Elle façonne le terrain sur lequel elle devra être assumée. Avant l'intervention de l'État, l'or burkinabé suivait le marché mondial sans influencer directement la décision politique nationale. Après les premiers gestes se posés, il devient un indicateur avancé de souveraineté. Cette bascule peut se lire à travers quelques données clés, limitées mais révélatrices, qui éclairent le dilemme sans le simplifier. Un premier signal mesurable apparaît. Le cours de l'or progresse de 3,7% dans les 20 ans de 4 et les suivants 30 ans. L'erreur sur la reprise du contrôle des sites. Autrement dit, le marché anticipe une raréfaction temporaire de l'offre liée au renforcement du contrôle étatique. Cette réaction n'est pas anodine. Elle indique que le geste n'est pas perçu comme symbolique, mais comme un choc potentiel sur la chaîne de production. Lorsque l'incertitude politique touche directement l'extraction, l'or, valeur refuge mondial, réagit immédiatement. Le Burkina Faso cesse alors d'apparaître comme un simple point d'extraction passif et redevient un acteur visible dans l'équation globale. Un deuxième élément, tout aussi structurant, se dessine. Le risque de contraction du produit intérieur brut est estimé à 3% en cas de rupture prolongée avec les créanciers. Autrement dit, la suspension des financements extérieurs affecterait prioritairement les investissements publics, les importations stratégiques et certains projets structurants. Ce chiffre ne décrit pas un effondrement généralisé, mais un ralentissement ciblé, concentré sur les secteurs dépendants sur des flux internationaux. Il fixe une borne inférieure du coût économique immédiat de la souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, cette estimation ne tranche pas le débat, mais elle en balise le terrain. Refuser n'est pas gratuit. Accepter
ne supprime pas les contraintes. Pour finir, un troisième repère soit souvent relégué au second plan surmené mérite attention. Ça trop les recettes fiscales progressent de 6% au premier trimestre suivant l'intervention. Autrement dit, la réorientation partielle des flux internes et le contrôle accru des sites améliorent la captation nationale des revenus miniers. Toc, toc. Ce delta apparaît avec un décalage par rapport aux risques annoncés, ce qui explique qu'il soit parfois sous-estimé. Il ne compense pas l'ensemble des pressions financières, mais il révèle une capacité d'absorption interne que les scénarios les plus pessimistes ignorent souvent. L'État récupère une fraction de ressources auparavant externalisées, sans attendre une renégociation globale. Pris roulement, ces chiffres semblent se contredire. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. Le marché mondial réagit à la contrainte, l'économie nationale encaisse un choc potentiel et les finances, par exemple, publiques gagnent une marge de manœuvre limitée mais réelle. La dépendance n'est pas abolie, elle est reconfigurée. Les coûts deviennent visibles, les capacités aussi. Ce triptyque quantitatif met en lumière une réalité rarement assumée. La souveraineté ne se lie pas dans un indicateur unique. Elle se mesure dans la tension permanente entre pertes immédiates et leviers retrouvés. Ibrahim Traoré ne peut ignorer ces données, mais il ne les traite pas comme un verdict définitif. Elles servent, elles servent de boussole, pas de sentence. À ce stade, les chiffres Medan ne disent pas si la stratégie réussira. Ils montrent autre chose plus rare. Un État accepte d'exposer ses coûts réels pour tester la solidité de ses leviers. La question demeure ouverte et elle est centrale. Ces deltas sont-ils un pic transitoire ou le début un nouvel équilibre durable? Le débat autour de la décision se structure rapidement en deux thèses solides, chacune portée par une logique cohérente et des précédents invoqués. Les ignorer affaiblirait l'analyse et réduirait la portée du dilemme. D'un côté, une thèse qualifiée de pragmatique insiste sur le risque d'isolement financier. Insiste sur le risque d'isolement financier. Selon ses défenseurs, rompre ou durcir le rapport avec les créanciers internationaux expose le Burkina Faso à une contraction durable des financements, à la suspension de projets structurants et à une défiance prolongée des investisseurs. Il rappelle que, dans un système économique mondialisé, l'accès au crédit conditionne la stabilité budgétaire et la capacité de l'État à fournir des services essentiels. Des précédents régionaux sont souvent évoqués, montrant comment des ruptures mal préparées ont conduit à des pénuries, à une inflation persistante et à une récession difficile à enrayer. Dans cette lecture, préserver les relations existantes, même coûteuses, constitue un moindre mal face à une spirale négative potentielle. De l'autre côté, une thèse inverse défend l'idée que la dépendance financière est la cause structurelle de la fragilité économique. Elle soutient que la dépendance financière est précisément la cause structurelle de la fragilité économique. Pour ses partisans, accepter l'ultimatum revient à figer un modèle où les ressources stratégiques financent prioritairement des intérêts extérieurs, et sans effet durable sur le tissu productif local.
La dette est ici perçue non comme un outil de stabilisation, mais comme un mécanisme de contrôle politique. Refuser, même au prix d'un choc à court terme, serait une manière de reprendre l'initiative et de créer un précédent pour d'autres États du Sahel confrontés à des contraintes similaires. La réponse ne consiste pas à trancher entre ces deux visions, mais à les confronter aux données observées. Les chiffres montrent que le choc n'est ni inexistant ni total. Le risque de ralentissement est réel, mais circonscrit à certains canaux. En parallèle, l'amélioration des recettes fiscales et le contrôle accru de la production et indique une capacité d'ajustement interne souvent sous-estimée. La réalité ne valide ni l'effondrement annoncé, ni la souveraineté instantanée promise. Ce face-à-face révèle une zone intermédiaire essentielle. La décision ne supprime pas la dépendance, elle en modifie les termes. Le débat cesse alors d'être idéologique pour devenir opérationnel. Quels coûts accepter maintenant pour quelle marge demain? Au cœur de la crise, ce n'est ni ce discours ni un communiqué qui modifie la lecture de la situation, mais un geste visible. Une image circule sans commentaire officiel, montrant un drapeau burkinabé hissé sur une installation aurifère désormais sécurisée. Le cadrage est simple, presque brut, mais son effet est immédiat. L'ultimatum cesse d'être une abstraction financière pour devenir un fait politique tangible. Pour Ibrahim Traoré, ce moment marque un basculement stratégique. Jusqu'alors, la décision restait enfermée dans des cercles institutionnels et des calculs techniques. Le geste projette la crise dans l'espace public régional. Il ne dit pas explicitement nous refusons, mais affirme nous contrôlons. Cette nuance étant assez décisive, elle transforme une posture défensive en démonstration de capacité, sans annoncer formellement une rupture. Ce changement modifie les attentes de tous les acteurs. Les partenaires extérieurs ne cherchent plus seulement une réponse écrite, ils interprètent désormais un signal. En interne, le retour en arrière devient politiquement coûteux. La souveraineté n'apparaît plus comme une option discutable, mais comme une direction déjà partiellement engagée. À partir de ce point médian, la question centrale se déplace. Ah mais il ne s'agit parce qu'il ne s'agit plus seulement de savoir quelle décision sera prise, mais si ce qui a été montré pourra être tenu dans la durée. Le symbole a créé une obligation de cohérence et cette obligation conditionnera la suite. Les effets de la décision ne restent pas abstraits. Ils se répartissent en thèmes et dit différemment selon les acteurs, révélant des gains ponctuels, des tensions nouvelles et des arbitrages durables. C'est à ce niveau que la portée réelle du choix devient lisible. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La reprise du contrôle opérationnel sur les sites aurifères renforce la capacité de pilotage stratégique, mais accroît aussi les responsabilités. Les administrations financières doivent absorber des flux plus importants et améliorer leur traçabilité, tandis que les ministères régaliens coordonnent sécurité, fiscalité et diplomatie. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État gagne en visibilité et en marge de manœuvre, mais il s'expose davantage aux pressions extérieures. Chaque décision est observée, testée et commentée en temps réel. L'erreur devient plus coûteuse qu'auparavant car elle affecte désormais la crédibilité même du projet de souveraineté. Pour les entreprises, l'environnement change de texture. Les multinationales minières adoptent une posture d'attente, suspendent dans certaines extensions et demandent des clarifications contractuelles. Cette prudence freine l'investissement à court terme. En parallèle, des acteurs régionaux et asiatiques
explore des partenariats jugés plus équilibrés, attirés par la perspective d'un cadre renégocié. Les entreprises locales, notamment les sous-traitants, bénéficient d'un accès élargi à certaines étapes de la chaîne de valeur. Toutefois, elles doivent se composer avec une volatilité accrue, des délais incertains et un financement plus contraint. Le risque augmente tout comme les opportunités potentielles. Pour les citoyens, l'impact est immédiat et contrasté. Dans les zones minières, la sécurisation des sites crée des emplois directs et indirects, dynamisant l'activité locale. En assez ailleurs, les tensions sur les importations et les financements extérieurs se traduisent par une hausse de certains prix et une pression accrue sur les ménages. Le débat, le débat public évolue. Les conversations quotidiennes intègrent désormais des notions de dette, de ressources et de choix collectifs. Le coût de la décision est ressenti, mais il est aussi perçu par une partie de la population comme un investissement politique assumé. Pour la région et les partenaires extérieurs, la décision agit comme un signal structurant. Les coopérations entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger gagnent en cohérence, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. Les partenaires occidentaux adoptent une posture prudente, mêlant inquiétude et dialogue conditionnel. De nouveaux équilibres se dessinent, sans garantie de stabilité immédiate. Le Sahel devient un espace d'expérimentation géopolitique et observé attentivement. Pris ensemble, ces effets montrent une réalité nuancée. La décision ne produit ni miracle ni effondrement. Elle redistribue les cartes et impose une adaptation rapide. La question devient alors pratique. Qui parvient à s'ajuster le plus vite à cette nouvelle donne? À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, la trajectoire du Burkina Faso reste ouverte. Trois scénarios crédibles émergent, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture pour comprendre les dynamiques possibles et les marges d'ajustement. Une première trajectoire possible est celle d'un ajustement sous contrainte. Le pays maintient la ligne de souveraineté engagée tout en composant avec des pressions financières persistantes. Les relations avec certains créanciers demeurent tendues, mais un dialogue minimal évite l'escalade. L'économie progresse lentement, porté par une meilleure captation des revenus miniers, sans compenser entièrement la réduction des financements extérieurs. L'État priorise les dépenses essentielles, reporte certains investissements et apprend à arbitrer en continu. La stabilité est préservée, mais au prix d'une vigilance constante et d'une croissance modérée. Une deuxième trajectoire plus, plus favorable serait celle d'une reconfiguration régionale. La décision initiale produit un effet d'entraînement. Les coopérations avec les pays voisins s'intensifient, sécurisant les flux commerciaux et certaines infrastructures sont critiques. De nouveaux partenariats et émergent, mais progressivement, souvent plus équilibrés, permettant de lisser les chocs économiques. Les recettes publiques gagnent en prévisibilité et la confiance interne se renforce. Sous cette trajectoire, Ibrahim Traoré consolide une position d'acteur régional affirmée, sans rompre totalement avec l'économie mondiale, mais en redéfinissant les termes de l'intégration. À l'inverse, une troisième trajectoire, plus difficile, suivrait la crête étroite d'un scénario pessimiste. Les tensions s'aggravent.
Les restrictions financières se durcissent, l'accès aux marchés internationaux se complique et l'investissement privé ralentit fortement. L'inflation pèse davantage sur les ménages, mettant à l'épreuve la cohésion sociale. La souveraineté est préservée sur le principe, mais la résilience économique est sollicitée en permanence. L'État gère l'urgence plus que la transformation. Ces scénarios partagent un point commun essentiel. Aucun ne permet l'immobilisme. La variable décisive n'est pas la réaction extérieure, mais la capacité interne à apprendre, ajuster et prioriser. La lecture recommandée est simple: ne pas confondre trajectoire et verdict. Les mois à venir diront moins si la décision était juste que si elle a été suivie avec cohérence. Au-delà des indicateurs macroéconomiques, la décision se traduit par des ajustements concrets dans la vie quotidienne, souvent discrets, mais révélateurs des tensions à l'œuvre. C'est à ce niveau que la politique cesse d'être arbre abstraite et devient expérience vécue. Pour les agents du secteur public, la période ouvre une zone d'incertitude mêlée de responsabilités accrues. Enseignants, soignants et agents administratifs perçoivent le choix comme un signal politique fort, mais aussi comme une contrainte budgétaire potentielle. Les ressources sont comptées, les attentes élevées, et chaque dépense est vraiment scrutée. Le sentiment dominant n'est ni l'enthousiasme ni la crainte, mais une vigilance nouvelle quant à minimum, l'usage de l'argent public et à la continuité des services essentiels. Pour les ménages des quartiers populaires, l'impact est plus immédiat. La hausse de certains prix importés et les tensions logistiques pèsent sur le pouvoir d'achat. Pourtant, un déplacement du discours apparaît. Les conversations ne se limitent pas mais plus aux difficultés quotidiennes. Elles intègrent désormais des notions de dépendance, de ressources nationales et de choix collectifs. La décision est vécue comme un sacrifice assumé par le pays, même si ses bénéfices restent incertains et différés. Pour les jeunes et les entrepreneurs locaux, la période agit comme un révélateur ambivalent. Certains y voient une fenêtre d'opportunité dans un environnement moins dominé par les acteurs extérieurs. D'autres hésitent, conscients de la volatilité et des contraintes de financement. L'envie d'initiative progresse, mais elle se heurte à des limites structurelles encore fortes. C'est des trajectoires de même diffèrent, mais elles partagent un point commun. L'incertitude n'est qu'au plus seulement subie, elle devient un paramètre avec lequel chacun doit s'apprendre à composer. Transformer une décision de rupture en trajectoire durable exige une exécution méthodique, progressive et mesurable. À ce stade, l'enjeu n'est plus symbolique, il devient organisationnel. La crédibilité du choix dépend de la capacité à en structurer les suites concrètes. La première étape consiste à consolider le contrôle effectif des sites aux sociétés sorifères et à lancer des audits ciblés des contrats existants. Il ne s'agit pas d'une remise en cause généralisée, mais d'une clarification précise. Qui exploite, à quelles conditions et avec quel retour mesurable pour l'État. Cette base factuelle est indispensable avant toute renégociation crédible. La deuxième étape vise la transparence des flux.
La mise en place d'un mécanisme de supervision indépendant permettrait de suivre les recettes, de limiter les fuites et d'améliorer la traçabilité. Les revenus récupérés doivent être fléchés vers des usages identifiables afin de renforcer la confiance interne et d'envoyer un signal de sérieux aux partenaires extérieurs. Et ensuite, réduire la dépendance exclusive alors devient prioritaire. Des investissements ciblés dans l'agriculture, les infrastructures et les services essentiels peuvent élargir l'assiette économique sans créer de nouvelles vulnérabilités financières. Cette diversification doit privilégier des partenariats régionaux plus résilients face aux chocs externes, puis des mécanismes d'amortissement social doivent accompagner la transition. Les populations les plus exposées aux ajustements économiques nécessitent des filets de protection clairs, afin d'éviter que le coût de la souveraineté ne se concentre sur les plus vulnérables. Pour finir, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le maintien de canaux de dialogue multiples reste essentiel. La négociation remplace l'ultimatum sans renoncer aux principes posés. La question décisive n'est plus l'intention, mais l'exécution. Quelles étapes seront tenues lorsque la pression retombera? Le moment décisif ne se mesure pas uniquement à l'instant du choix, mais à ce qu'il révèle durablement sur la trajectoire d'un État. Dans la salle de réunion évoquée plus tôt, les voix qui s'opposaient ont laissé une empreinte. Elle rappelait, elle rappelait qu'aucune décision stratégique n'avance sans arbitrage successif, souvent inconfortable, parfois silencieux. Avec le recul immédiat, la position portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un geste isolé que comme un point d'alignement. Les arguments techniques, juridiques et sécuritaires entendus au départ convergent désormais vers une exigence commune: maintenir la cohérence entre le discours affiché et les actes posés. La souveraineté ne se proclame pas, elle se vérifie jour après jour dans des choix concrets et parfois contraignants. Chaque contrat relu, chaque site sécurisé, chaque négociation engagée prolonge ce premier moment de tension collective. Le symbole n'a de valeur que s'il est suivi d'efforts répétés, souvent peu visibles, mais déterminants. C'est à ce niveau que se joue la crédibilité réelle de la trajectoire engagée. Une phrase entendue, à huis clos, résume cet état d'esprit. Choisir, c'est accepter de porter les conséquences. Elle ne promet ni succès rapide ni reconnaissance immédiate. Elle affirme une direction et une responsabilité partagée. Au-delà des chiffres et des scénarios, cette décision laisse une empreinte émotionnelle durable, rappelant que la dignité nationale se construit dans la durée par des choix imparfaits, mais assumés. Cette histoire ne se referme ni avec une décision, ni avec ses premières conséquences visibles. Elle s'inscrit dans une séquence plus large où chaque société est confrontée à la même interrogation fondamentale: jusqu'où accepter la contrainte pour préserver une marge de choix collective? Le Burkina Faso n'apporte pas une réponse universelle, mais un cas concret qui oblige à regarder autrement les liens entre ressources, dettes et pouvoir. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas de prendre parti, mais de comprendre les mécanismes à l'œuvre. Et alors, pour le comment une exigence financière devient-elle un test politique? À quel moment un symbole se transforme-t-il en responsabilité durable? Et surtout, comment évaluer une trajectoire avant d'en observer les résultats à long terme?
sans céder aux jugements immédiats. Ces questions dépassent un pays et une période. Elles concernent toute communauté confrontée à des arbitrages difficiles entre sécurité immédiate et autonomie future. Le débat gagne à rester ouvert, informé et nuancé car la compréhension collective précède souvent les choix lucides. Si ce récit vous a apporté des clés de lecture utiles, partagez-le, discutez-en et confrontez-le à d'autres analyses. Face à des décisions qui engagent l'avenir, quels critères devraient, selon vous, primer avant tout?